d'être présents et au public également pour ce débat sur nos libertés sont-elles en danger à l'occasion de la 2e édition du Festival des idées. Alors, je rappelle rapidement le fonctionnement d'un débat inversé. Alors, donc je fais une courte introduction sur la nature du débat, qui reprend les éléments proposés par l'organisation du festival. Et ensuite, dans un premier temps, on va tout de suite donner la parole aux spectateurs. Ça leur permet de s'exprimer avant même que les intervenants s'expriment sur le sujet. Et ensuite, ce sera donc les invités, les intervenants, chacun à leur tour. Puis, on fera une nouvelle session d'échange avec le public sur la base notamment de propositions qui ont été communiquées par l'organisation du festival. Alors, je vais tout de même rappeler quels sont nos invités pour ce débat. Donc, je vais commencer par vous, Stéphanie Hennette-Vaucher. Vous êtes professeure de droit public et spécialiste des libertés et des droits fondamentaux. Arlie Halimi également, qui a réussi à renommer son Zoom, donc qu'on peut bien identifier, avocat, membre de la Ligue des droits de l'homme et spécialiste de la défense dans les affaires de violence policière. Je vous laisserai éventuellement vous présenter en 2 mots également. Alors, on devait avoir Hélène Franco qui n'a pas dû pouvoir se présenter pour l'instant, et qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, si jamais elle arrive à nous rejoindre. Éric Coquerel, qui est député pour la France Insoumise, que je vois ici aussi. Et enfin, Jacques Toubon, donc, qui a été 2 fois ministre de la Justice et de la Culture et qui a été défenseur des droits ces 6 dernières années. Donc, merci à tous de participer à ce débat. Alors, sur le sujet du débat, nos libertés sont-elles en danger ? Depuis les années 2000, disons, un arsenal de lois toujours plus sécuritaires nourrit le spectre d'une dérive liberticide dans le pays des droits de l'homme. Notamment, alors on pense tout de suite à l'état d'urgence entre 2015 et 2017, et plus récemment, cette situation, donc un nouvel état d'urgence sanitaire cette fois, avec bien sûr le confinement généralisé, mais également des dispositions qui ont été prises dans le cadre de la justice, avec par exemple la prolongation des détentions provisoires ou un certain nombre d'autres dispositions qui ont été prises par ordonnance, dont je vais vous laisser bien sûr évoquer. Est-ce que simplement avec ces premiers éléments, est-ce qu'il y a des réactions déjà dans le public sur qu'est-ce que vous évoque cette thématique, à quoi est-ce que vous le rattachez, quelles sont les inquiétudes peut-être qui émergent, et peut-être aussi est-ce que vous avez des questions préliminaires pour les intervenants, les invités. Alors j'ai Arthur, Yves, dans les participants. Une réaction de Arthur, Duez ou Yves peut-être, une première réflexion, ou Jean-Louis Cabrespine qui vient de nous rejoindre. Voilà, on va faire un premier tour de table des invités. On va reprendre dans l'ordre des présentations sur une présentation un petit peu générale des premiers éléments de débat, d'enjeux, peut-être voilà, de questions. Stéphanie Hennette-Vaucher, si vous voulez commencer. Volontiers, merci Margot. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être 2 observations générales sur cette thématique, sur cette question de savoir si nos libertés sont en danger. Moi, pour avoir un peu essayé d'observer de près la question depuis plusieurs années, ce qui me frappe, disons, sur la dernière demi-décennie, c'est d'une part un affaiblissement qui me paraît assez fort de la culture des libertés dans l'appareil politico-administratif. Affaiblissement de la culture des libertés, c'est-à-dire que si on met la liberté au centre des valeurs sur lesquelles on fonde notre communauté politique, et si du coup la liberté est le principe et la restriction de l'exception,
alors, normalement, il faudrait que toute exception, toute restriction aux libertés soit véritablement justifiée. Et ce n'est pas un mot ou un standard mou. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que ça soit sur la restriction que pèse la charge de la preuve de sa nécessité. Et je trouve très frappant dans les discours politiques, administratifs, législatifs, etc., qu'en fait, on a très rarement en fait, ce discours épais, justifié, substantiel des restrictions aux libertés. Deuxième observation que je voulais faire, et qui en fait nourrit la première, tient au fait que depuis 5 ans, il y a une banalisation très nette du gouvernement par l'exception. Le gouvernement par l'exception, c'est bien sûr le recours à des formats, à des régimes exceptionnels de gouvernement, à des régimes d'exception. Alors, il y a eu bien sûr l'état d'urgence qui a été prononcé dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, mais dont on sait qu'il a duré 2 années. 2 années avec tous les problèmes en termes de droits et libertés qui sont liés à l'état d'urgence, 2 années avec tous les problèmes en termes de diffusion de l'état d'urgence bien au-delà de la lutte contre le terrorisme au titre duquel il avait été déclenché. On l'a vu par exemple utilisé massivement pour restreindre des manifestations à caractère politique, pour gérer un certain nombre de situations en lien avec des problématiques migratoires, etc. Donc, et on sait aussi que cet état d'urgence qui a duré 2 années, il n'a été levé qu'autour de quelque chose comme une forme de passe-passe, qui a été la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017, qui a inséré dans le droit commun permanent 4 des piliers de l'état d'urgence antiterroriste. Et moins de 2 ans et demi après cette aventure singulière, on est entré à nouveau, à partir de la loi du 23 mars 2020, dans un nouvel état d'urgence sanitaire, d'autant plus rigoureux qu'au-delà des mesures nationales, le confinement est évidemment emblématique, il y a eu un très grand nombre de mesures locales d'aggravation de l'état d'urgence sanitaire. Avec un certain nombre d'étudiants du master de droits de l'homme de Nanterre, on a fait un travail de recensement de plus de 1200 arrêtés préfectoraux sur une période d'1 mois et demi, et qui ont doublé la mesure de confinement général de la population par toutes sortes d'interdictions de portions d'espace public, toutes sortes d'interdictions ou de réglementations d'activités commerciales, d'activités physiques, interdiction de s'asseoir sur un banc, du positionnement statique, etc. Et là encore, on voit que cet état d'urgence sanitaire, il a des conditions de sortie très ambiguës, puisqu'on a la loi du 9 juillet 2020 qui organise la sortie de l'état d'urgence, qui lève formellement l'état d'urgence, mais qui pourtant maintient un régime totalement dérogatoire du droit commun en listant toute une série de compétences exorbitantes au bénéfice du Premier ministre, du ministre de la Santé et du préfet, et qui dessine en fait un peu un état d'urgence innommé. Donc en fait, on est toujours dans une forme d'état d'urgence, et je crois que ces 2 facteurs de perte de culture des libertés et de banalisation du gouvernement par l'exception, qui est toujours la solution immédiate, lourde et possiblement pérenne, sont des éléments de cadrage très importants pour réfléchir sur les libertés. Ariel, Alénie, est-ce que vous avez des premiers éléments de débat? Alors, il faut réactiver votre micro. Non, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Ma première réflexion, c'est qu'on s'y perd un peu dans l'inflation législative, dans l'inflation de dispositifs juridiques qui tendent à restreindre les libertés, dans le fait que nous soyons nous-mêmes pris dans des dispositifs psychologiques de peur. Nous sommes en état d'urgence sanitaire, nous avons peur d'être contaminés. Il y a un sentiment diffus de confusion et globalement, on a le sentiment qu'on s'y perd un petit peu par rapport à ce qui était des limites assez franches, tranchées antérieurement, entre ce qu'étaient les libertés, l'état de droit et ce qui ne l'était pas. On a un sentiment de confusion et je crois qu'il faut aujourd'hui revenir à des choses un peu plus claires et ce que disait François Sureau récemment, notamment dans son dernier ouvrage, mais également dans ses interviews,
c'est quelque chose d'assez, enfin, qui peut être discutable, mais qui est assez tranché, qui peut être une base première de réflexion. C'est que l'État, le pouvoir, a une tendance naturelle à restreindre les libertés, à les réduire progressivement pour éventuellement avoir une plus grande efficacité dans la gouvernance d'une population. Et je pense que ça peut être une base de départ, de réflexion, même si après, bien évidemment, on pourra l'affiner, on pourra être un peu plus subtil dans le raisonnement, mais dans ces moments de confusion, il faut revenir à des choses ou à des principes historiques qui peuvent être plus clairs. Donc, si l'on considère que l'État, le pouvoir, a une tendance naturelle à restreindre les libertés pour assurer une plus grande efficacité dans la gouvernance d'une population, on se rend compte qu'on peut avoir une analyse avec une forme de continuité depuis 1955, depuis l'avènement des états d'urgence successifs, puisque la première loi sur l'état d'urgence date de 1955. On est dans le contexte de la guerre d'Algérie. Nous sommes dans le contexte de grands troubles à l'ordre public, d'attentats, et on va voir apparaître l'usage, l'utilisation de dispositifs juridiques exceptionnels qu'on appelle les états d'exception, et qui sont, alors auparavant il y avait l'état de siège, enfin il y a eu l'état de siège, mais il y a également celui de l'état d'urgence, qui est un dispositif un peu moins attentatoire aux libertés. Et cet état d'urgence, on va le voir, on va l'utiliser à certains moments historiques de la France, donc plusieurs fois après 55, 2005, avec alors il y a eu également 2005, donc avec les grands mouvements dans les banlieues après le décès de Ziad Bouna, qui a concerné un secteur géographique qui consiste dans les quartiers populaires. 2015, bien évidemment, avec les attentats du Bataclan. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel état d'urgence qui n'est pas l'état d'urgence lié à la loi de 1955, mais qui est un texte qui s'en rapproche, qui a été calqué sur le mécanisme de l'état d'urgence de 55. Et cet état d'urgence sanitaire, on se rend compte que finalement, il y a dans le temps une augmentation de la fréquence des états d'urgence, des états d'exception. Plus nous avons effectivement une accélération de ces états d'exception. Ce sont des moments où nous avons un accroissement des réductions des libertés, voire une suspension des garanties fondamentales et des libertés fondamentales. L'état d'urgence sanitaire dans lequel nous avons vécu et dans lequel nous vivons encore un peu, et dans lequel, à mon avis, nous allons vivre encore, puisque l'un des principes maintenant que nous savons des états d'urgence, c'est qu'ils se pérennisent dans le droit commun. On l'a vu notamment avec l'état d'urgence de 2015 qui est devenu la loi SILT, même s'il y a eu quelques modérations sur les dispositifs d'assignation à résidence et de perquisition administrative. Là, nous avons effectivement une pérennisation d'un certain nombre de dispositifs de l'état d'urgence sanitaire dans le droit commun, avec une constante finalement qui est importante, c'est que si l'un des critères de l'état de droit, c'est que les décisions administratives ou les décisions de police sont prises à la suite d'une habilitation législative, eh bien on a une sorte de renversement de ce paradigme, avec un recours de plus en plus important aux ordonnances et un recours de plus en plus important à un pouvoir normatif qui normalement aurait été dévolu au législateur, à l'exécutif ou à la police. On l'a vu notamment dans le cadre des attestations de sortie pendant l'état d'urgence sanitaire. On l'a vu dans la façon dont la police ou ceux qui étaient habilités à contrôler et à émettre à vérifier les attestations de sortie prenaient beaucoup de largesse et interprétaient à leur niveau la façon dont l'attestation devait être remplie, alors même que les textes ne parlent que de documents justifiant de la sortie. Eh bien, on voit que là, la police, les gardes champêtres, ceux qui avaient ce pouvoir de vérifier les attestations, ont décidé de ce que devait être une attestation correcte, alors même que nous sommes dans une restriction extrême de liberté. Effectivement, l'état d'urgence sanitaire, ça a été
une véritable inversion du paradigme. Là où la liberté d'aller et venir était un principe, eh bien, pendant l'état d'urgence sanitaire, nous avons une liberté d'aller et venir qui est une exception. Globalement, pour résumer et pour laisser la parole à d'autres, il y a une accélération progressive de la réduction des libertés avec l'usage de l'outil état d'urgence et de l'outil état d'exception, même si ce n'est pas le seul outil qui est utilisé, on pourra en reparler plus tard. Merci beaucoup, Ariel et Amy. Alors, Hélène Franco, je vois que vous avez réussi à nous rejoindre, super. Donc, vous êtes, Bonjour. oui, bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat de la magistrature. Plus maintenant, je l'ai été. Plus maintenant. D'accord. Mais j'en suis toujours membre, évidemment. D'accord, merci beaucoup de votre précision. Donc, on a eu 2 premières interventions de Stéphanie Annette Vaucher et Ariel Amy sur un tour de table préliminaire sur la question des libertés sont-elles en danger, qui est le sujet de notre débat. Je vais donner la parole à Éric Coquerel, si vous voulez également nous présenter votre analyse rapide de la situation. Vous m'entendez là ou pas? Oui, très bien. Oui, très bien. Ok, je vais essayer de ne pas répéter trop ce qui a été dit et qui, à mon avis, va continuer à être dit, c'est-à-dire un état des lieux absolument catastrophique. Je crois que jamais notre pays n'a été comme ça sur la cible, enfin en tout cas l'appareil répressif et sécuritaire de notre pays n'a jamais été aussi la cible d'organisations comme Amnesty International, comme la CAT, même des résolutions de l'ONU. Et je vois Jacques Toubon en face de moi. Je crois que quelqu'un comme Jacques Toubon, quand il utilise certains termes pour décrire la situation, je pense notamment par exemple à la question de discrimination systémique dans la police, je pense qu'il fait attention aux termes qu'il utilise et que ça a un sens. Bon, donc la situation est catastrophique. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est-à-dire le fait déjà que si je décris, on s'habitue progressivement à vivre dans un état d'exception dont on ne sort plus. Et avec une difficulté, là je parle des lois qui ont été votées, que ce soit les lois sécuritaires suite aux actes terroristes ou les lois sanitaires qui viennent d'être votées, avec finalement une habitude qui est malheureusement vite prise. Quand on laisse à un appareil comme la police le fait d'agir sans suffisamment de contrôle, sans suffisamment de contraintes de l'appareil juridique, eh bien, évidemment, au bout d'un moment, c'est confortable. Tout appareil de ce type, j'allais dire, si on lui donne ces moyens-là, va trouver que c'est plus commode d'agir à certains moments quand c'est nécessaire, sans forcément vérifier s'il y a eu une décision de justice qui l'autorise à le faire. Donc, ma première réflexion, c'est qu'il y a une espèce d'auto-entraînement dans la question de restreindre les libertés. Parce que, d'une certaine manière, simplement du côté policier, ça peut, mais je conclurai sur le fait que j'en doute, mais ça peut apparaître comme quelque chose, finalement, quand vous avez affaire à du banditisme, de la délinquance, quelque chose qui permet d'être plus efficace. Et donc, on s'habitue, on auto-entretient quelque part le fait de restreindre le droit et même d'en sortir. Bon, ça, c'est sur la question des états d'exception. Au niveau de la répression et de la police, je ne sais pas quand on peut dater la coupure, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai quand même l'impression que les phrases et les actes de Nicolas Sarkozy en 2005, ministre de l'Intérieur, dont on se souvient qu'il arrive dans une cité, il s'adresse à des policiers et il dit votre rôle n'est pas de jouer au ballon avec des jeunes, votre rôle, en gros, est de réprimer. Et avec des mesures qui ont été prises dans la suite, que ce soit la fin de la police de proximité, que ce soit la création justement de structures policières arrivant de l'extérieur type BAC ou type CSI qui a fait il n'y a pas longtemps l'actualité de manière assez dramatique dans la circonscription, puisqu'il s'est avéré qu'ils avaient viré carrément sur des questions de drogue vraiment du mauvais côté. Que ce soit, j'allais dire, l'utilisation d'armes que dans beaucoup de pays on considère comme des armes qui ne devraient pas être utilisées pour le maintien de l'ordre, je pense au flashball, aux techniques d'étranglement, que ce soit aussi, j'allais dire, sur cette politique du chiffre
qui, quelque part, dénature la fonction première policière. Donc, moi, je pense qu'il y a eu une césure en 2005. Elle s'est d'abord appliquée aux quartiers, aux cités, sur les classes populaires. Du coup, c'est quelque chose qui n'a pas forcément fait la une de l'actualité parce que, j'allais dire justement, elle était ciblée sur une population précise. Et là, on s'aperçoit depuis maintenant quelques années qu'à partir du moment où ces techniques sont généralisées cette fois-ci vis-à-vis des gilets jaunes, c'est-à-dire des secteurs de la population qui n'avaient pas justement été confrontés à cet appareil de répression vis-à-vis d'une aggravation de lutte contre les militants syndicaux et autres, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer où notamment l'appareil répressif change de nature. Bon, moi, je pense qu'au niveau, les dernières répressions des Gilets jaunes sont assez parlantes. On se retrouve quand même avec le plus grand nombre de prisonniers politiques en France depuis la guerre d'Algérie. Il y a 800 personnes qui sont en prison sur les 1000 peines de prison ferme qui ont été décidées sur les Gilets jaunes, et je ne parle même pas des 1230 peines avec sursis. Il y a eu un appareil de répression qui non seulement a entraîné des décès, a entraîné énormément de mutilations. Moi, je me rappelle en 86, j'étais un militant à l'époque qui luttait contre la réforme de Vaquet. Bon, il y avait eu un mort, Malik Oussekine, je ne sais pas si vous vous souvenez évidemment, et d'ailleurs c'est assez symbolique qu'on revoit maintenant les voltigeurs en moto qui avaient été interdits après ces manifestations, puisque c'était eux qui avaient causé la mort de Malik Oussekine. Et notamment, il y avait un jeune qui avait été éborgné, qui était le fils d'un philosophe, et ça avait fait énormément de bruit. Il y avait eu une manifestation, plus jamais ça. Aujourd'hui, à chaque manifestation, il y a le risque de gens éborgnés, blessés, etc., sans malheureusement que ça cause de soucis, avec une police, en tout cas des syndicats de policiers, je ne sais pas si on peut appeler syndicats, qui nous expliquent que ils ont affaire à véritablement des manifestants tellement violents qu'il faut leur donner les moyens. Bon. Moi, je crois que cette dérive, elle est absolument terrible, et elle fait effectivement que la France s'est pointée du doigt. Je crois qu'elle a tout à voir avec une volonté politique qui est celle de l'intimidation du mouvement social, qui est celle de faire peur, qui est celle, par exemple, de se dire qu'aller en manifestation, quand vous êtes en famille, avec des enfants, ce n'est pas très prudent pour vous d'y aller, avec des techniques utilisées à Paris, notamment la technique des NAS, où on enferme des manifestants, mélangeant éventuellement quelques dizaines de personnes violentes venues en découdre avec des centaines de personnes qui reçoivent exactement les mêmes lacrymogènes et autres. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intimidation et d'une répression totalement hors de proportion, qui fait que, et ça va être ma conclusion, je pense qu'on est en train de changer de nature progressivement. Et ça, pour moi, c'est assez inhérent avec un capitalisme, j'allais dire, du tout marché, d'une certaine vision absolutiste du marché, qui s'accompagne pour pouvoir appliquer cette politique d'une vision de plus en plus autoritaire. Voilà, je pense qu'on est en train de passer dans un régime autoritaire, un peu comme une grenouille s'habitue quand on la met dans de l'eau froide et qu'on monte on fait bouillir progressivement l'eau. Malheureusement, j'ai un peu peur que, pas nous, on réagit, mais que globalement, on s'habitue à faire en sorte qu'on est en train de passer d'un régime démocratique, j'allais dire normal, à un régime autoritaire lié à la question du tout libéralisme. Et pour terminer, je termine vraiment là-dessus, j'observe aussi que c'est une politique de classe, c'est-à-dire que la manière dont récemment, par exemple, on a, alors plus ou moins en manipulant les chiffres, expliqué qu'il fallait un tournant sécuritaire de plus et qu'on parle d'ensauvagement, on a des termes qui finalement sont les mêmes que celle de Louis Chevalier, un historien au début du 19e siècle, Naissance du capitalisme, qui parlait des classes laborieuses comme les classes dangereuses. Bon, au lieu de parler des problèmes précis et de ce qu'il faudrait, par exemple, pour lutter contre le trafic de drogue, le trafic d'armes, où il faut des EPJ, des officiers de la police judiciaire, capables d'enquêter, au contraire, on globalise avec ce genre de termes sur l'idée que y a un danger qui vient globalement des classes populaires. Et comme en plus s'ajoute très souvent à cette question sociale la question de discrimination raciste, on en arrive là pour le coup à une partie de la population qui est encore plus discriminée, qui vit encore plus cette répression autoritaire que le reste. Voilà. Vous comprendrez que moi je suis très inquiet. Je suis inquiet parce que je pense que le système s'auto-alimente et que par exemple le fait que des syndicats policiers récemment aient eu quelque part en gros
la peau d'un On va Castaner reparler, je pense. avait très timide pendant très longtemps et qu'il a osé a enfin passer une certaine ligne rouge pour parler de racisme dans la police, remettre en question les techniques d'étranglement et qu'il s'est retrouvé quand même pas spécialement de tendresse pour Castaner. Mais là, pour le coup, il a eu quelques propos qui changeaient un peu du discours global et finalement, les syndicats de police, y compris avec des manifestations qui n'auraient jamais dû avoir lieu armées devant des lieux de pouvoir, ont eu sa peau. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète, c'est-à-dire l'espèce d'autonomisation dans les secteurs de la police de courants d'extrême droite et de personnes qui peuvent encore plus aggraver la situation qu'on connaît. Alors justement, donc merci Eric Coquerel pour cet éclairage. Est-ce qu'on peut entendre Jacques Toubon justement sur ces techniques de la police, ces techniques répressives avant Hélène Franco? Et puis ensuite, je vous soumettrai les propositions du festival à débattre sur justement les solutions. Une fois qu'on a tiré ce constat un peu catastrophique, quelles solutions est-ce qu'on peut envisager pour remonter un petit peu la pente? Donc Jacques Toubon, s'il vous plaît. Oui, je voudrais simplement dépasser la seule question sur laquelle Éric Coquerel vient de terminer, c'est-à-dire du maintien de l'ordre, des relations entre la police et la population, parce que, en fait, je partage très largement ce qui a été dit, par exemple, depuis le début, par Stéphanie Hennette-Boucher, sur le rapport qu'elle avait fait avec son équipe de Nanterre en 2016 est toujours d'actualité. Et je pense que la question est donc que pour quelqu'un comme moi, pendant 6 ans défenseur des droits, aux premières loges, j'ai vécu ce qui probablement, j'espère en tout cas, sera unique dans la vie de l'institution, 2 états d'urgence, celui de 2015 antiterroriste, celui de 2020 sanitaire. Et j'ai bien vu comment ces états d'urgence, avec toutes les justifications qu'ils comportent, mais avec une tendance à ne pas respecter l'équilibre, selon les expressions notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, l'équilibre entre exigence de sécurité et protection des droits et libertés, comment ces états d'urgence, et c'est bien ce qui a été constaté pour l'un comme pour l'autre, ont tendance à se transporter dans le droit commun et à se transporter dans le droit commun sur ce point, c'est-à-dire un déséquilibre au profit de l'exigence de sécurité, qu'elle soit antiterroriste ou qu'elle soit sanitaire, et, comme cela a déjà été indiqué, une translation, en quelque sorte, d'un certain nombre de pouvoirs de décision de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative, ce qui est, dans un système démocratique comme le nôtre, l'alpha et l'oméga, notre fameux article 66 de la Constitution. C'est quand même, et on le voit bien, quand on voit comment les régimes qui aujourd'hui s'affichent et se veulent clairement illibéraux, autoritaires, etc., commencent d'abord, en Hongrie ou en Pologne par exemple, par s'attaquer à ce qui est le mur qu'a, dans une constitution comme la nôtre, créé l'article 66 entre les pouvoirs d'autorité judiciaire sur la liberté individuelle et les pouvoirs de l'autorité administrative. Et on a en fait, on le voit bien désormais, la loi SILT, dont tout le monde a parlé, d'octobre 2017, avec ces fameuses 4 dispositions qui sont passées du droit d'exception au droit commun, dont notamment la fameuse retenue de 4 heures. Tu passes dans la rue, tu as une tête, je ne sais pas comment, ou un imperméable qui est trop grand et sous lequel peut-être on peut abriter, sait-on, une Kalachnikov à ce moment-là. Monsieur, madame, au commissariat, et puis 4 heures plus tard, au revoir, monsieur, madame. Voilà, et tout ça n'est pas une garde à vue, n'est pas, non, voilà, c'est comme ça. Donc, je pense qu'on a transporté ces dispositions, on le fait aujourd'hui
pour l'état d'urgence sanitaire. On voit bien que la période de 4 mois qui s'est ouverte depuis le 10 juillet est une période dans laquelle, article 1er de la nouvelle loi, les pouvoirs du Premier ministre ou des autorités déconcentrées sont encore extrêmement forts. Et d'ailleurs, ça a donné lieu, et ça continue à donner lieu, à une jurisprudence forte des juridictions administratives qui essayent de cantonner, en quelque sorte, ces pouvoirs. Mais, de manière générale, on l'a bien vu, notamment pour l'état d'urgence antiterroriste, on passe en plus, et c'est là où on voit le basculement de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire, qui est pour moi, encore une fois, la pierre de touche, et je pense qu'Hélène Tronco le dira mieux que moi, mais on voit par exemple que les textes nouveaux, ceux de droit commun, ne sont plus dans le code de procédure pénale ou dans le code pénal, ils sont dans le code de sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'on passe philosophiquement tout ce qui a été fait depuis le 19e siècle, Beccaria et le reste, pour faire que le droit pénal et la procédure pénale, depuis chez nous, la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle, soit un droit qui s'applique à des faits qui cherchent à les poursuivre, à les réprimer, etc., à un droit qui est aujourd'hui une sorte de droit administratif de prévention de la délinquance et de la criminalité, et qui peut être aussi bien le fait de manifester dans des conditions qui ne sont pas considérées comme régulières, ou le fait, comme tout à l'heure ça a été très bien expliqué, de ne pas avoir son papier pour sortir en temps de confinement. Et je pense que là, il y a quelque chose, cette expérience donc, que j'ai faite moi, et qui me paraît très intéressante. Le Conseil constitutionnel, par exemple, a, vous l'avez vu, ce qui montrait bien comment la discussion de fond existe, annuler les décrets qui avaient étendu l'état d'urgence, les pouvoirs d'état d'urgence sanitaire, avant que la loi intervienne pour prolonger l'état d'urgence sanitaire. Mais toute la question qui est posée, c'est est-ce que la loi peut faire ce déport qui est en train de se faire entre la liberté ou les libertés et la sécurité? C'est une vraie question. Je rappelle que pour l'état d'urgence antiterroriste, le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi jusqu'au bout. Donc, notre système de vérification de la conformité constitutionnelle, et notamment pour ces questions de liberté, et naturellement peut être considéré comme insuffisant. Et je voudrais insister sur 2 points particulièrement, dont l'un rejoint ce qu'a dit Éric Coquerel tout à fait à la fin, c'est-à-dire sur le maintien de l'ordre. C'est qu'il y a 2 sujets qui ont été traités aussi en dehors des états d'urgence, sur lesquels la préoccupation est très grande. C'est la liberté de manifester. Je rappelle que au printemps 2019, il y a eu une tentative de faire passer une proposition de loi qui, en fait, en réalité, faisait compasser du principe de la liberté de manifester au principe de l'autorisation de manifestation. Ce texte a finalement été écarté, mais il y a eu cette idée que, face au mouvement des Gilets jaunes, il y avait la nécessité de pouvoir, en réalité, admettre à l'avance qui était le bon manifestant qui avait le droit de manifester et qui était le mauvais manifestant qui sûrement allait faire des bêtises et qu'on n'autorisait pas à entrer dans le périmètre et à manifester. On a eu là quand même quelque chose qui, dans la philosophie des grandes lois, et notamment, bien entendu, des grandes lois de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, pose un véritable problème parce qu'on est quand même allé très très loin dans cette affaire jusqu'à ce qu'elle soit
écarté. Et c'est là, naturellement, où on tombe sur les questions du maintien de l'ordre, parce qu'il n'y a pas seulement les textes et les principes, il y a la manière dont le maintien de l'ordre est fait. Vous savez que j'ai fait au moins 2 grands rapports à ce sujet, dont un tout à fait un mois avant de quitter mes fonctions au mois de juin dernier. J'y ai notamment traité, ce qui a été dit tout à l'heure par Éric Coquerel, par exemple, la technique de l'encagement de la NAS, en montrant que c'était une technique qui était totalement contraire au principe de la déontologie de la sécurité qui sont contenus dans la loi de 2006 et que le défenseur des droits est chargé de faire appliquer. Il y a un autre point que je voudrais souligner et où on voit et je pense qu'Ari Halimi y est particulièrement sensible, où on voit le grand risque et qui est allé, lui, jusqu'au bout, c'est l'affaire de la rétention de sûreté des terroristes condamnés sortant de prison, qui, développant ce qui avait été fait du temps de Nicolas Sarkozy et du temps où Rachida Dati était garde des Sceaux, a donc fait voter des dispositions qui ont été écartées par le Conseil constitutionnel au mois de juillet, mais en montrant bien comment ce texte, effectivement, ne pouvait pas être conforme au principe qui est que on ne peut réprimer qu'un délit ou un crime, un acte qui a été commis et pas une prétention ou un risque. Ça, c'est les principes du pénal du 19e siècle qu'il faut qu'on continue à appliquer. C'est le principe des Lumières, de Beccaria et les autres. Et d'autre part, qui a montré aussi comment ce texte-là, et ça rejoint beaucoup de notre débat, était disproportionné. C'est-à-dire que quel était l'enjeu entre mettre en cause ces principes absolument fondamentaux sur la liberté de ces personnes qui ont commis des actes, qui ont payé pour les actes qu'ils ont commis, etc. Très bien, et auxquels on ne peut pas accorder en quelque sorte l'étiquette essentielle d'être pour demain et à jamais des terroristes, ce qui est le principe même. Et là, on voit bien qu'on touche des questions essentielles sur quelle est la vision que l'on a de l'homme, de l'humanité, et son caractère éducable, son caractère amendable, ou au contraire, cette sorte de prétention qu'ont certains à essentialiser les autres et à partir de là, aller traiter, et notamment par la loi, comme c'était le cas sur le… Voilà, je termine simplement j'ai essayé d'ajouter un peu quelque chose à ce qui a déjà été dit, mais que je partage très largement. Merci beaucoup, Jacques Toubon. Donc, vous avez tous insisté surtout sur les manifestations, sur la répression des manifestations. Est-ce que Hélène Franco, vous avez des éléments sur ces sujets ou sur d'autres libertés que vous considéreriez en danger? Oui, alors moi je partage très largement notamment ce que vient de dire Jacques Toubon sur le glissement extrêmement préoccupant, extrêmement dangereux d'un certain d'état d'exception. Vous m'entendez toujours? Ah, il y a un problème. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, vous voyez? Moi, je vous entends. Je vous entends et je vous vois. Oui, c'est bon, d'accord. Vous entend et vous voit. Je ne sais pas les autres. J'avais perdu la liaison. On a eu un troll. Je vais essayer d'identifier. Pornographique. Oui. Voilà, je vais essayer de l'identifier pour l'enlever. Il est Margot, ça y est, je l'ai identifié, je l'ai sorti. Merci beaucoup de ta rapidité. Donc, Hélène Franco, oui, mais je peux faire une réflexion. La liberté a des bordures
qui quelquefois sont un peu larges. Voilà. Harry Animé peut le dire mieux que moi. C'est une belle manière de retomber sur notre débat. Merci. Il faut sourire effectivement par ces temps assez inquiétants. Donc, je disais que je partageais très largement le propos notamment de Jacques Toubon sur le glissement qui est à l'œuvre maintenant depuis plusieurs années d'un état d'exception vers notamment la transposition de mesures prises par temps d'exception. On pense à l'état d'exception, à l'état d'urgence terroriste en 2015, puis à l'état d'urgence sanitaire vers le droit commun. Alors, moi, je pense, d'abord, pour me présenter de manière plus complète, je suis non seulement membre du syndicat magistrature, mais je suis aussi membre du groupe Les Constituants, qui se donne pour objectif de remettre au centre du débat politique la question de la refondation du peuple français autour de la question de la refondation de nos institutions. Parce que j'ai toujours l'idée qu'il faut revenir finalement au principe de la République pour pouvoir continuer ce long fil qui a commencé, comme chacun le sait, en 1792 avec la proclamation de la Première République en France, même si hier on a eu un discours présidentiel assez décalé, incomplet sur cette question. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective, sur une perspective assez longue, pour pouvoir comprendre d'où nous venons. Liberté, égalité, fraternité, je n'y mets pas des virgules entre ces termes, j'y mets éventuellement des traits d'union ou rien du tout, mais en tout cas, ces trois termes qui sont notre devise, pour moi, ne font qu'un seul bloc, en quelque sorte. Et je dirais que le ver est dans le fruit depuis au moins 1958, avec l'adoption de la Constitution actuelle, et notamment en son article 16, qui permet au président de la République, alors évidemment en cas de grave danger pour les institutions de la République, d'acquérir les pleins pouvoirs. C'est quelque chose de très troublant pour quelqu'un comme moi de considérer que l'article 64 de notre Constitution prévoit que le président, édicte plus exactement que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Autorité judiciaire et non pas pouvoir, c'est très important. Donc, le président de la République lui-même, quand même, maintenant, on le sait, représentant d'une majorité parlementaire et à peu près tout puissant d'un point de vue politique, n'est pas finalement en situation d'être le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et je ne veux pas énumérer toutes les affaires judiciaires qui nous le prouvent depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est le premier point. Article 64. Et l'article 66, qui a été cité par Jacques Toubon à bon escient, indique que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Or, c'est effectivement cette autorité judiciaire qui est particulièrement, on va dire, dans le collimateur des lois ayant édicté un certain nombre de mesures dans l'urgence, à la fois en 2015 et en 2020. En 2015 pour des raisons d'état d'urgence terroriste et en 2020 pour des raisons sanitaires que nous connaissons encore. Donc, tout cela a fait apparaître et a produit un basculement que Jacques Toubon a très bien décrit, qui donne aujourd'hui à l'autorité administrative, et notamment avec la loi du 10 juillet 2020, qui est une loi assez cocasse dans le fond, puisqu'elle prévoit, elle prépare la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour un juriste si on s'en réfère à l'article, à la loi de 1955 concernant l'état d'urgence. Bon, bref, donc nous sommes dans l'entre-deux. Je vais vous signaler que nous sommes toujours dans un état d'urgence actuellement. Encore 2 mois.
dans un état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre 2020. Voilà. Oui. Donc, c'est tout de même très, très, très singulier d'avoir cette loi du 10 juillet 2020 qui, alors, a été heureusement largement amendée par le Sénat qui a, de manière sage, à mon avis, permis que ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire à peu près tous les pouvoirs dévolus au Premier ministre, et puis de manière hiérarchique, évidemment en cascade, ensuite au préfet, que ces pouvoirs soient quand même un petit peu limités, un petit peu encadrés, mais ces pouvoirs restent très larges dans la loi du 10 juillet 2020, puisque les pouvoirs dévolus au Premier ministre touchent, et c'est quand même pas une paille, à notre liberté d'aller et venir, hein, à notre liberté de nous réunir et permettre au Premier ministre, via les préfets évidemment, de fermer tel ou tel lieu de réunion, d'interdire toute manifestation de plus de 5000 personnes, hein, tout cela est resté dans la loi, sauf dérogation, on l'a vu avec le Puy du Fou, mais c'est toucher à un principe, et là aussi je voudrais insister sur la question de remettre les principes au centre, c'est toucher à un principe qui est que la liberté doit être la règle et la privation ou la restriction de liberté doit être l'exception. C'est quand même le principe de l'état de droit dans lequel nous nous situons depuis un certain nombre d'années maintenant. Or, c'est ce principe-là qui est, auquel on tord le bras en quelque sorte. Ça n'est pas une paille. Je voudrais juste terminer mon propos. Je ne vais pas alourdir les choses étant donné que je suis présent. Je voudrais juste terminer mon propos en rappelant une phrase qui me semble très pertinente de Robert Badinter, qui sait de quoi il parle, et qui disait « La France n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme ». C'est-à-dire que cet idéal qui a émergé en 1789, puis a été ensuite nourri sans cesse par des luttes et par le peuple en marche, en quelque sorte, et sans jeu de mots, hein, eh bien, cet idéal, il est toujours plus loin. Hein, il est toujours d'abord fragile. Souvenons-nous de cette fragilité et demandons-nous ce que pourraient donner les mesures actuellement dans notre droit positif, et notamment celles qui sont rentrées depuis 2015 dans notre droit positif, dans les mains de personnes qui auraient ou qui ont des visées totalitaires, on peut le dire. Voilà, il faut toujours se demander, finalement, qu'est-ce que Vichy, tiens, voilà, pour prendre un exemple parlant à tous, ce que Vichy aurait fait des mesures aujourd'hui, actuellement, dans notre droit positif. Merci beaucoup, Hélène Franco. Alors, tous les 5, vous avez évoqué un nombre important de problèmes, de restrictions aux libertés. Alors, on n'aura pas le temps d'envisager des solutions à toutes ces problématiques, mais le festival nous propose 2 pistes de réflexion. La première qui concernerait le fait d'inscrire le droit à manifester dans la Constitution, puisque toutes les restrictions à la liberté de manifester que vous avez évoquées nous rappellent que ce droit n'est pas au même titre que d'autres inscrits dans la Constitution. Donc, c'est une première piste de réflexion que je vous soumets et sur lesquelles éventuellement on pourra entendre également nos participants. Et la deuxième piste serait sur le principe d'une réforme pardon, excusez-moi, de l'IGPN. Excusez-moi, j'avais l'IGN en tête, ça ne va pas. De l'IGPN, pardon, pour en faire une institution plus indépendante et plus à même de garantir le droit à manifester. Stéphanie Lalvauché, est-ce que vous voulez commencer sur ces 2 propositions? Alors peut-être
surtout sur la première, parce que sur la seconde et sur les questions de violence policière, je crois qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi ici. Sur l'hypothèse d'une constitutionnalisation de la liberté de manifestation, bon, moi je suis professeur de droit, je ne vais pas dire que ça n'aurait aucune importance ou que ça ne changerait rien du tout de donner une dignité constitutionnelle à cette liberté de manifestation. Je pense qu'effectivement, c'est une piste qui est intéressante, qui est d'autant plus intéressante que comme on est un certain nombre ici et ailleurs à l'avoir déploré depuis quelques minutes, il y a une très nette dégradation des libertés politiques de manière générale, puisque c'est liberté de manifestation, mais pour rebondir sur ce que disait Hélène Franco, c'est liberté de rassemblement, liberté de réunion, etc. Enfin, c'est toutes ces libertés-là qui sont très concrètement mises à l'épreuve et restreintes dans une mesure extrêmement importante au fil de ces états d'urgence, de cette dégradation de la culture des libertés, etc. Donc, afficher la liberté de manifestation qui, en effet, a un statut en droit positif qui reste fragile, disons, ou en tout cas qui n'a certainement pas cette noblesse constitutionnelle dans la Constitution, ça ne peut pas faire de mal. Stéphanie, est-ce que je peux Bien sûr. juste sur ce point, sur le mot de fragilité, et ce que vous dites amènerait à considérer que tout ce qui est notre édifice constitutionnel jurisprudentiel tiré des dispositions du préambule, c'est-à-dire en particulier de la Déclaration des droits de 1789, qui est aujourd'hui intégrée au préambule. Et par exemple, en l'occurrence, l'article 10, qui parle de la manifestation des opinions de toutes les manières possibles. Ce que vous venez de dire, ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas dans le corps de la Constitution elle-même, c'est-à-dire en dehors du préambule, en dehors de la Déclaration des droits, et qui pourtant, depuis 58 et même avant, bon, puisque des choses existent depuis bien avant la Constitution de 58, les principes, ce que le constitutionnel appelle les principes fondamentaux de la République, etc., sont, ce que vous venez de dire, fragiles. Moi, ce n'est pas ma conception. Moi, je pense que, d'une certaine façon, c'est la partie peut-être la plus sédimentée, la plus cimentée d'une certaine façon de notre édifice constitutionnel, c'est tout ce qui résulte de ce travail qui a été fait depuis, par exemple, le droit d'association en 1970, à partir du préambule et naturellement de la Déclaration des droits. Voilà, juste parce que j'ai été frappé par le mot fragile, oui. Pardon. Non, mais bien sûr. Non, mais je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que vous dites. Ce n'est pas vraiment la question du principe. Effectivement, il y a l'article 10 de la Déclaration de 1789 et la jurisprudence constitutionnelle qui l'a renforcée, mais j'avais plutôt en tête en fait, le décret de 1935 qui détermine en fait le régime concret d'organisation. Oui. Et en fait, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que, bien sûr, les principes, les renforcer et les réaffirmer, c'est jamais une mauvaise chose. Mais ce que je voulais dire, c'est finalement, est-ce que tous les problèmes dont on a parlé maintenant, toutes les limitations à la liberté de manifestation qu'on a observées les uns et les autres se renforcer au fil des années, est-ce qu'ils seraient magiquement évanouis si on avait inscrit la liberté de manifestation dans la Constitution? Non, je ne suis pas tout à fait convaincue parce que là encore, pour rebondir sur ce que j'ai dit, en commençant, ou ce à quoi faisait également référence Hélène Franco, quand on dit tout l'enjeu du débat sur la conquête et la protection des libertés, c'est que la liberté et le principe, c'est la restriction qui doit toujours être justifiée sur qui doit peser la charge de la preuve. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est précisément que on a ouvert la voie des restrictions de manière sur des standards beaucoup trop flous. C'est le projet de texte. C'est le projet de texte du printemps 2019 auquel je faisais allusion et qui aurait en fait passer notre régime de la liberté de manifester à l'autorisation de manifester en quelque sorte. Ça correspond à ce que vous venez de dire. Et basculement qui, en l'occurrence, a été en vigueur pendant quelques temps dans l'état d'urgence sanitaire, où on a eu un petit laps de temps où c'était la liberté non plus sur déclaration, mais sur autorisation.
Et donc là-dessus, je voudrais juste peut-être dire deux choses que moi je trouve très frappantes dans la manière dont la liberté de manifester est affectée par ces standards très mous de restriction. C'est d'abord la généralisation de toute une série de pratiques, comme par exemple les périmètres de protection qui en fait ne sont pas des périmètres de protection, ce sont en fait des zones d'exclusion. Il y a des zones, des quartiers entiers à la faveur de sortes d'occasions qui aujourd'hui deviennent complètement inaccessibles, où la manifestation est interdite. Enfin, on inverse véritablement par les pratiques concrètes d'exercice de la police administrative notamment, on inverse complètement les principes, quoi. On définit des zones entières dans lesquelles la manifestation est interdite. Ça, je crois que c'est tout à fait frappant. Et ça va avec le fait, l'un d'entre vous parlait tout à l'heure de croissance de la logique de prévention, d'apparition d'un espèce de droit administratif répressif. Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, au-delà de la prévention, il y a même en fait des logiques de prédiction très importantes qui apparaissent justement dans ce droit administratif nouveau qu'on va voir, qu'on a vu peut-être naître dans la législation antiterroriste ou à la faveur de certaines évolutions de la législation antiterroriste, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans les états d'urgence, dans les standards de maintien de l'ordre, puisque en réalité, il y a effectivement toutes sortes d'indices dont on accepte que la police les utilise pour simplement déterminer que telle personne, sans avoir rien commis, sans avoir eu un comportement, mais il y a des indices de nature à faire croire à l'autorité administrative qu'il y a un risque pour l'ordre et la sécurité. Donc c'est vraiment, à mon avis, plus sur le régime que sur les principes qu'il faut vraiment travailler, même si bien sûr c'est les fameuses raisons de pensée de l'état d'urgence. De l'état d'urgence. Ouais. Hélène Franco, sur ce droit à manifester, est-ce que vous avez des éléments? Ben, moi, je suis assez d'accord là encore avec ce que dit Jacques Toubon, c'est-à-dire que, comme je disais qu'il fallait toujours s'en référer aux principes, nous avons maintenant un bloc de constitutionnalité, hein, pour parler comme les spécialistes, qui comprend l'intégralité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et dans cette fameuse déclaration, qui est donc tout entière contenue dorénavant, et depuis pas mal d'années maintenant, dans notre bloc de constitutionnalité, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946, un certain nombre de lois fondatrices de la Troisième République également, eh bien, finalement, du point de vue de la juriste que je suis, il n'y aurait pas tellement d'intérêt à voir inscrite cette liberté de manifester dans la Constitution, puisqu'elle y est déjà. Hein, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dit que tout citoyen a le droit de manifester. Alors, c'est évidemment daté, mais il faut aussi garder cet héritage historique, puisqu'il est indiqué toute manifestation publique d'une opinion, même religieuse, est-il indiqué, hein, par une incise assez cocasse aujourd'hui, eh bien, est tout à fait possible et sans restriction autre que celle posée par la loi. Donc, c'est déjà, à mon avis, tout à fait suffisant pour exiger, eh bien, tout simplement un retour à un fonctionnement normal de notre vie politique, avec évidemment l'idée que dans cette période d'épidémie, d'état d'urgence sanitaire tel qu'il est défini, il ne faudrait pas que la peur du virus devienne une peur de chacun pour chacun, à l'égard de chacun. Et c'est quand même un peu ce qui est, ce qui est à l'œuvre depuis mars 2020. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui l'émergence d'une figure assez singulière, finalement, du délinquant sanitaire. Puisque le Conseil constitutionnel a validé l'article de loi qui permet de poursuivre et de poursuivre pénalement et d'appliquer jusqu'à 6 mois de prison
et 3 750 € d'amende lorsque une personne, au bout de 3 interpellations pour le même motif, se voit reprocher le non-respect des mesures sanitaires prises donc par le pouvoir exécutif. C'est tout à fait, c'est un retournement et c'est un ovni hein, pour nous magistrats. C'est tout à fait singulier. Voilà, c'est quelque chose qui finalement va vers la fragmentation de la société, parce que bon, moi je ne suis pas du tout complotiste, mais on voit bien l'intérêt de n'importe quel gouvernement qui voudrait gouverner en rond, eh bien de faire en sorte que chacun ait peur de chacun, parce que quand vous avez peur, fût-ce d'un virus susceptible d'être porté par votre voisin, eh bien vous commencez à avoir peur de votre voisin et vous n'allez pas manifester avec lui, faire grève avec lui, signer des pétitions avec lui, etc. Vous organisez pour éventuellement contester tel ou tel aspect de la politique gouvernementale ou la totalité de la politique gouvernementale. Bien, donc c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis pas mal d'années maintenant, et c'est ça qu'il faut pointer. Mais je dirais que dans notre arsenal juridique, nous avons déjà tout. Il n'y a pas besoin de plus de choses que ça. Il y a plutôt besoin, en quelque sorte, d'un reflux de la vague qui a fait avancer la logique sécuritaire, la logique uniquement pénalisante. Et il n'y a pas besoin de plus. Il y aurait besoin de réfléchir à revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, et en ajoutant à cela qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, c'est un seul bloc, encore une fois. Et j'insiste sur le fait que la liberté sont les deux autres mots. C'est assez vain. Alors, je le dis parce qu'on peut nous dire, mais tout de même, vous avez encore la liberté, oui, c'est vrai, de sortir de chez vous, enfin, depuis la fin du confinement, quand bon vous semble, avec un certain nombre de mesures qu'on comprend tout à fait, de gestes barrières qu'on comprend tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais la question de l'exercice plein et entier de la liberté, c'est ça qui doit aujourd'hui nous préoccuper, avec, encore une fois aussi, la question de l'altruisme. Et là, c'est plus la question de la fraternité, hein, la question de l'altruisme qui doit nous pousser à faire attention à l'autre, hein, dans cette situation d'état d'urgence sanitaire. Et la question de l'égalité, eh bien ça, évidemment, moi, je me rattache à une philosophie qu'on peut éventuellement appeler marxiste ou néo-marxiste, qui considère que la liberté, lorsqu'on n'a pas les moyens réels d'exister et d'existence, bon, est sacrément entamée, voilà. Donc, est bridée, on va dire. Donc, c'est tout ça que je voulais mettre en débat aujourd'hui. Mais d'un point de vue juridique, pour moi, il n'y a rien à changer, encore une fois, à notre bloc de constitutionnalité. La Constitution elle-même, oui, moi je souhaite ardemment qu'elle soit changée parce qu'elle repose sur un déséquilibre des pouvoirs au profit du seul pouvoir exécutif et que c'est cela qu'il faut absolument revoir. Alors, avant de terminer pour y ajouter sans doute de nouveaux droits, mais pas forcément la liberté de manifester. Parce que moi, je suis pour ajouter de nouveaux droits, hein, et notamment par rapport à l'écologie, ça me semble très important de pouvoir ajouter de nouveaux droits Alors, il nous dans notre constitution et dans notre constitutionnalité. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, avant de terminer sur l'IGPN, je vais quand même demander aux participants s'il y a des réactions brèves ou des questions spécifiques. Ils peuvent se manifester sur le chat. Et puis sinon, Ariel Halimi, Eric Coquerel,
éventuellement Jacques Toubon, bien sûr. Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez sur la question de l'IGPN et la proposition qui nous a été soumise. Madame Marianne de Bruneuf, Isabelle Saint-Jean, peut-être. J'ai deux. D'abord, je voulais remercier tous les intervenants et le Festival des idées de cet atelier, parce que c'est vraiment, voilà, il faut qu'on en parle. Et je voulais interroger les intervenants sur deux choses. On voit que parmi les nombreux problèmes qui ont été posés, il y en a un qui n'a pas été soulevé à mon avis et qui est complètement central aujourd'hui. C'est fondement de l'ensemble de la mise en place des libertés, c'est la question de la presse et la liberté de la presse. Et on voit comment c'est aujourd'hui fortement quand même fragilisé, à la fois pour des raisons de dispositifs économiques, mais aussi pour des raisons politiques. Enfin, quand on voit l'attitude du président de la République à l'égard des journalistes, depuis le début, il y a quand même quelque chose. Donc voilà, c'est un sujet différent, mais je trouve que quand on parle liberté, il faut peut-être aussi quand même insister là-dessus. Puis il y a une deuxième chose, deuxième élément d'inquiétude, qui est, bien sûr, il y a des dispositifs institutionnels et politiques, mais il y a aussi, et c'est ça qui est assez préoccupant, quand même une espèce d'acceptation de la servitude volontaire, et je pense en particulier, on l'a vu tout à l'heure, c'est ça qui m'y a fait penser quand il y a eu le troll porno, le fait que chacun d'entre nous ne mesure pas, n'est pas conscient de la manière dont, via les réseaux sociaux, il est en train de se priver en fait d'un certain nombre de libertés, ou de se mettre dans des situations de servitude volontaire. On en a parlé au moment de l'opération Stop Covid, mais c'est un problème très très général qui use vraiment les libertés publiques, et donc je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse là-dessus. Alors c'est d'autres sujets, mais voilà, et puis c'est le débat, le temps passe, mais voilà, je voulais vous interroger là-dessus. Et vous remercier encore. Je veux juste répondre sur le dernier point que nous avons fait un sourire sur le troll, mais naturellement, c'est une abomination par rapport au sujet que nous traitons ce matin. Et je suis, moi, extrêmement préoccupé du fait que, et ça rejoint la deuxième observation, l'opinion publique, à 70%, selon toutes les études, les réseaux sociaux qui en expriment une partie, sont parfaitement en ligne avec cette évolution de privation, de réduction, d'exceptionnalisation d'un certain nombre de libertés, et que il est absolument évident que nous avons à traiter aujourd'hui des sujets comme celui que nous avons traité, et qui sont du droit, qui sont du matériel, des choses du monde réel, mais que le monde virtuel est gros d'une menace qui est peut-être encore plus forte, car elle est une menace aussi sur la personnalité, sur la vie privée, et nous avons naturellement tout un chapitre, si j'ose dire, à ouvrir là-dessus, et je pense que une des grandes difficultés de propos comme celle que nous tenons ce matin et sur lesquelles nous sommes à peu près unanimes, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans l'hémisphère nord, je ne parle pas du reste du monde, dans l'hémisphère nord, une majorité du peuple
est vraisemblablement dans l'incompréhension, si ce n'est dans l'hostilité par rapport aux positions que nous défendons en faveur des libertés, en faveur des droits, et pour éviter ce déséquilibre dont on parle depuis le début entre la recherche de la sécurité de toute nature et les libertés. Et ça, c'est un problème politique fondamental. On peut essayer de le résoudre, comme Hélène Franco l'a dit, à travers les constituants, comme on l'a fait depuis les Capétiens, c'est-à-dire en pensant que c'est l'État, aujourd'hui l'État-nation, etc., autour de l'État, autour des institutions, que l'on va pouvoir faire changer les choses si on les change, ce qui est par exemple le projet des constituants. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on en a encore la capacité aujourd'hui, dans la mesure où des pouvoirs, qui sont les pouvoirs du virtuel, peuvent mettre en cause et rendre totalement inane toutes ces réformes que nous pourrions faire, tous ces nouveaux textes que nous pourrions prendre, tous ces nouveaux principes que nous pourrions poser. Et c'est pour ça que je réponds à la personne qui est intervenue il y a un instant, que si nous avons souri, moi pour ma part, ça a provoqué la réaction que je viens d'avoir et qui est de dire que peut-être s'ouvre devant nous une vraie tragédie pour non seulement les personnes, non seulement les libertés, mais pour la personne sur laquelle, jusqu'à preuve du contraire, est fondée la totalité de notre société. On va prendre... Est-ce que je pourrais C'est éventuellement... un autre sujet. Et si je peux juste répondre sur l'IGPN. Oui, on va dépasser un peu, on va prendre cette liberté-là. Donc, allez-y si vous voulez arriver sur l'IGPN. Et peut-être pour terminer, Hélène Franco et Éric Coquerel, bien sûr, pour un mot de conclusion. Oui, rapidement, sur la question des journalistes qui vient d'être posée, qui rejoint le problème des manifestations, puisqu'on l'a vu, il y a eu beaucoup de journalistes visés dans les manifestations, soit bien évidemment par certains manifestants, mais également par la police. Il y a d'ailleurs plusieurs plaintes qui sont en cours. Et on se rend compte qu'il y a une stratégie de l'illégalisme. Ce que j'appelle la stratégie de l'illégalisme, c'est que les autorités publiques, la préfecture, les forces de l'ordre, développent un certain nombre de techniques, notamment dans le cadre du droit de manifester, qu'ils savent illégales. Je parle notamment de la technique de l'engagement, qui est une violation de liberté individuelle et qui peut conduire à une poursuite pénale. Il y a d'ailleurs eu un arrêt presque Oui. Chambre de l'instruction qui considère qu'il s'agit d'une violation de liberté individuelle. Il y a l'usage des drones au-dessus de nos têtes, en plus de l'engagement. Donc, on a un informement en 3D. Usage des drones qui est lui aussi illégal, et d'ailleurs le Conseil d'État l'a dit récemment pendant le Covid, en rappelant que l'on n'avait pas le droit d'utiliser des drones et qu'il n'y avait pas de dispositif légal ou réglementaire qui le permettait, ni de saisine de la CNIL. On a l'utilisation de violences policières, c'est pour ça que je vais arriver à l'IGPN, l'utilisation de violences policières de manière un peu systématique, et j'aimerais parler de ce système parce que c'est une question que j'ai quand même à poser à M. Toubon qui, sauf erreur de ma part, dans le cadre de son dernière interview dans Le Monde, ne reconnaît pas, ou en tout cas ne considère pas que l'on puisse facilement utiliser tout au moins le concept de violence policière, mais à partir du moment où il y a des instructions d'usage d'armes que l'on sait inadaptées au maintien de l'ordre, à partir du moment où il y a un nombre particulièrement important de violences policières dont la fréquence est importante, que l'on sait que l'on vise des personnes et en tout cas que l'on utilise ces armes hors du cadre légal, c'est-à-dire la disproportion, c'est-à-dire la non-nécessité. Et à partir du moment où il n'y a pas d'instructions qui sont données par la hiérarchie, notamment par la préfecture, moi je pense qu'il y a un moment où on peut commencer à parler de système et donc de violence policière au sens où on l'entend aujourd'hui. Voilà, cette stratégie de l'illégalisme, c'est quelque chose qui permet finalement de banaliser des pratiques illégales, d'essayer de tester l'opinion publique, mais également les institutions démocratiques. Et ça me permet juste de revenir sur la question qui était posée, est-ce qu'on doit inscrire le droit de manifester dans la Constitution? Premièrement,
Il y a le droit d'exprimer ses opinions collectives, qui est un principe qui a été reconnu par 2 fois par le Conseil constitutionnel et qui est issu de la déclaration de 1789, en 1995, mais également en 2019. Ça a été reconnu comme un principe constitutionnel. Le droit de manifester en fait partie. Donc, ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir s'il y a d'abord des lois que le Conseil constitutionnel peut infirmer, peut considérer comme inconstitutionnel. Mais si l'on est dans une stratégie de l'illégalisme par les autorités publiques, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de pratique policière ou de pratique illégale. Et donc, ce n'est pas en inscrivant le droit de manifester dans la Constitution qu'on va régler le problème. Et dernier point, avant de parler en un mot de l'IGPN, dernier point, encore faut-il aussi que le Conseil constitutionnel change, à mon sens, de composition. Nous sommes dans une composition qui est infiniment politique et on le voit aujourd'hui, notamment dernièrement, avec une des dernières décisions du Conseil constitutionnel qui portait sur une loi organique sur les délais de décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que, vu les circonstances exceptionnelles, et là on est un petit peu dans une vision schmittienne du droit, qui fait primer la décision politique sur le contrat social et sur la Constitution, eh bien, a considéré que même si la Constitution devait, il était inscrit dans la Constitution qu'il devait y avoir un délai de 15 jours pour changer la loi organique, compte tenu des circonstances exceptionnelles, eh bien, on ne pouvait s'en priver. Et là, le Conseil constitutionnel a clairement déchiré la Constitution parce qu'il a fait primer une vision politique. Donc, et en plus, à la limite, pourtant, sur un sujet essentiel pour la liberté, puisque c'était la détention provisoire. Donc, c'est doublement préoccupant, parce que ça portait sur une question de liberté. Et pour finir en un mot sur l'IGPN, violence policière, maintenant nous savons que c'est devenu un outil de gouvernement en soi. Et si nous n'avons pas des garanties ou un cadre suffisant tout au moins pour faire sanctionner ces violences policières, il y a bien évidemment un laxisme qui va se développer, une tolérance à ces violences policières. L'outil aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs un outil légalement impératif, on n'a pas l'obligation d'avoir recours à l'IGPN lorsqu'il y a des violences policières, c'est l'usage, c'est la pratique, mais l'on voit que cet outil… L'IGPN ne peut être saisi que par le ministre de l'Intérieur. Et oui, et d'ailleurs, cette IGPN, l'une des premières problématiques, c'est qu'elle dépend du ministre de l'Intérieur. Elle dépend de l'exécutif et qu'elle dépend d'un organe qui a sous lui les fonctionnaires de police qui sont éventuellement ou qui seront éventuellement mis en cause et éventuellement poursuivis. C'est la raison pour laquelle on a une IGPN qui, dans le cadre des violences policières, y va avec beaucoup de pincettes, choisit ses dossiers, c'est-à-dire qu'autant dans le droit commun, il y a des poursuites qui peuvent être dures, autant dans le cadre des violences policières, c'est-à-dire lorsqu'il y a un acte qui est commis dans le cadre de l'exercice professionnel, ils ont beaucoup de mal, l'IGPN a beaucoup de mal à poursuivre. En plus, on a une double compétence, une compétence à la fois administrative et judiciaire qui est gênante. Je pense, pour finir, que l'on devrait prendre exemple sur certains pays, comme le Danemark, comme la Norvège, comme l'Angleterre aussi, pour créer une commission indépendante. Monsieur Castaner, dernièrement, alors qu'il était encore ministre de l'Intérieur, a commencé à évoquer la possibilité, cette option, avec un organe dont on aurait un caractère hybride, avec des gens de la société civile, avec des professeurs de droit, bien évidemment, avec des policiers, parce qu'il faut des gens pour investiguer, mais des policiers qui ne reviendraient pas dans la fonction policière par la suite. Donc voilà, je pense qu'il faut créer un organe indépendant pour qu'il y ait un critère d'impartialité véritable s'agissant de ces violences policières qui sont aujourd'hui devenues un outil de gouvernement. Merci beaucoup. On me fait signe de conclure. Est-ce qu'on peut entendre peut-être Éric Coquerel qui avait peut-être une dernière intervention en 3 minutes, si possible. Je vais essayer. J'ai été bref jusqu'à maintenant, je vais essayer de l'être encore et pas répéter ce qui a été dit. Moi, je suis sensible à l'idée que la Ve République, intrinsèquement, de par sa constitution, les pouvoirs absolument énormes donnés au président de la République et qui, quelque part, j'allais dire, structure tout le champ politique, j'allais dire, produit inévitablement ce type de dérive. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a un candidat qui a eu quand même 7 millions de voix sur un programme qui propose effectivement
une constituante pour sortir de la Ve République. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus ignorer que ce que nous décrivons là, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète en termes de conclusion, n'est pas propre à la France. C'est-à-dire que la question d'instrumentaliser les forces de répression et même la justice pour finalement juguler les opposants au néolibéralisme, quand je dis les opposants, c'est aussi bien politiques, syndicaux, mais c'est aussi bien à un moment donné les populations qui réagissent parce qu'elles n'en peuvent plus d'inégalités qui n'ont jamais été aussi grandes dans le monde et d'autres j'allais dire, calomnies apportées par le néolibéralisme. Cette politique-là, elle est mondiale. Je donne un exemple, on n'a pas parlé pour l'instant, mais ce qui est arrivé à Lula au Brésil, d'une instrumentalisation de la police pour faire en sorte qu'il ne puisse plus exercer le mandat présidentiel et permettre à un fasciste comme Bolsonaro de le prendre, la nature, pas le degré, mais la nature est la même que quand un principal parti d'opposition voit 100 policiers débarquer dans ses locaux, gilets pare-balles, etc., traités comme des terroristes pour les questions qu'on a connues. Je ne dis pas ça pour centrer la question sur ce que nous avons vécu, mais juste pour dire que c'est quelque chose de global et de systémique. Quand vous avez un syndicaliste qui se prend des gardes à vue, qui se prend des amendes, qui se prend de la prison, c'est un message envoyé à ce syndicaliste pour qu'il arrête de résister, mais aussi à ses camarades pour qu'ils ne fassent pas pareil. Et si vous regardez ce qui est en train de se passer tous les jours, dans le monde syndical français, vous apercevrez que ça ne peut pas juste être une évolution comme ça. Donc, je le répète, je crois que cette question est éminemment politique parce que la dérive autoritaire du néolibéralisme lui est intrinsèquement liée. Et je pense même s'il ne faut pas le décrire en ce moment par ces mots, parce que ça serait trop fort et ça ne décrirait pas la réalité, mais que si on laisse faire, on pourrait même parler presque d'une essence totalitaire possible à partir du moment où on veut installer la souveraineté des marchés, du profit, du capitalisme financiarisé, plutôt de celle des peuples. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à apporter en dehors d'être capable de changer justement de régime à la fois de pouvoir politique. Je parlais tout à l'heure de l'indépendance de la justice. Je vous renvoie par exemple aux conclusions qu'Hugo Bernalicis vient de faire d'une commission d'enquête très intéressante de mon collègue à l'Assemblée sur l'indépendance de la justice et par exemple de remettre en question effectivement l'article 64 qui veut que le président de la République, ce qui est vraiment pratiquement une exception dans beaucoup de démocraties, soit le garant de l'indépendance de la justice. Nous, on préférait que ce soit un conseil de la magistrature rénové, dans lequel, par exemple, des associations pourraient être, dans lequel les greffiers, les avocats pourraient être représentés, etc. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui existent. Quant à la police, et je termine là-dessus, là, j'ai une véritable inquiétude. Alors, l'IGPN, je ne reviens pas là-dessus, je suis d'accord avec ce qu'a dit Arié, retour à une police de proximité, en finir avec une police surarmée, qu'on revienne des gardiens de la paix, qu'on leur donne les moyens. Mais je crains fort que l'évolution de la police depuis quelques années ait fait qu'elle ait été travaillée de l'intérieur par des policiers dont j'ai peur qu'on ait beaucoup de mal à les réformer, à les remettre dans le droit fil. Et de ce point de vue-là, si demain on avait véritablement la volonté de remettre à la question des libertés publiques et en même temps une politique efficace, parce que tout ce que je traduis là n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace pour la sûreté dont a le droit chaque concitoyen. Je crois qu'il faudrait aussi faire en sorte que des policiers racistes, des policiers, par exemple, étant sur des sites Facebook, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, et ayant des propos racistes, soient immédiatement exclus de la police. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre de mesures qui sont absolument nécessaires si on veut pouvoir faire en sorte à nouveau d'avoir une police totalement républicaine au service d'une république digne de ce nom. Voilà, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut oser dire et qui est loin d'entacher tous les policiers, parce que beaucoup de policiers souffrent en silence, de cette espèce d'état d'esprit qui s'est malheureusement développé de manière non marginale. Margot, est-ce que je peux prendre 3 minutes pour, d'une part, répondre à Ari Halimi et sur la question qu'il m'a posée, et d'autre part, élargir pour le prochain festival l'année prochaine, bon, si j'ose dire. Personne ne nous a expulsé Manu Militari, on va dire 2 minutes. Alors, simplement, je pense que j'ai suffisamment, et ça m'a été rigoureusement reproché, sur certains sujets, comme par exemple le contrôle d'identité, écrit qu'il existait des pratiques de discrimination systémique. Pour qu'on n'accorde pas à ce que j'ai dit
s'agissant de la terminologie violence policière, au singulier comme pluriel, un caractère que je dirais de relativisation des faits que j'ai eu l'occasion de constater et de dénoncer dans ma compétence déontologie de la sécurité. Je pense que techniquement d'abord, et l'avocat le sait mieux que moi, violence, on le voit bien d'ailleurs sur d'autres sujets, comme par exemple la question des femmes et de la manière dont les femmes sont traitées, agressées, tuées. Le mot n'est pas en lui-même un bon mot du point de vue du droit pénal et de la procédure pénale. Ça, c'est premièrement, c'est plus technique. Et on l'a bien vu, Gisèle Halimi vient de mourir, mais dès les années 70, les combats qu'elle a menés portaient notamment sur ce type de sujet. Et puis, deuxièmement, mon idée est que à raccourcir dans la sémantique elle-même le sujet, le rassembler, comment dirais-je, le durcir à travers cette terminologie, je pense qu'on perd beaucoup d'efficacité. Parce que, immédiatement, naturellement, on a la polémique qui s'installe et la négation de ce qu'on affirme à partir du moment où on l'affirme d'une façon et avec des mots qui sont de nature à faire balle au sens propre du mot, c'est-à-dire à être renvoyé ensuite comme un projectile. Donc moi, je me suis toujours gardé de cela, et vous vous souvenez peut-être que je l'ai notamment fait sur un sujet qui était pourtant de nature différente et où les constatations que nous avions faites étaient extrêmement circonstanciées et n'ont pas été discutées d'ailleurs à ce moment-là. C'est mon premier rapport d'octobre 2015 sur les camps à Calais, les camps de migrants à Calais, et notamment le chapitre dans ce rapport qui était sur le comportement des forces de l'ordre à l'égard des migrants. Voilà, donc c'est simplement pour répondre à Arié et pour dire que le sujet me paraît être très, très central. Les méthodes du maintien de l'ordre, l'application de la loi par ceux qui disposent de la violence légitime pour pouvoir l'appliquer, c'est-à-dire les forces de sécurité et les forces de l'ordre, est un sujet aujourd'hui dans notre société tout à fait essentiel, et que, voilà, je pense qu'on peut le traiter et le traiter efficacement, comme moi j'ai essayé de le faire avec les pouvoirs qui étaient les miens, en utilisant un vocabulaire différent. Sur les pouvoirs qui étaient les miens, je dis avec simplement un sourire, prenez le défenseur des droits avec sa compétence déontologie de la sécurité, c'est-à-dire qui comporte l'application de tous les textes généraux ou particuliers sur la déontologie des forces de l'ordre, qui concernent toutes les forces de l'ordre, des douaniers aux vigiles privés en passant par les policiers et les gendarmes. Transformer cette compétence en une institution indépendante avec les pouvoirs et les moyens nécessaires, vous avez la nouvelle IGPN indépendante, et je pense que c'est sûrement une des réflexions qu'il faut faire, c'est faut-il maintenir à l'intérieur du défenseur des droits une compétence déontologie de la sécurité sur laquelle il est amené à prendre des positions, c'est-à-dire à traiter des dossiers et à dire des choses extrêmement précises et extrêmement fortes, mais dont on se rend compte ensuite qu'elles n'ont pas, pour l'essentiel, de suivi et de réponse, puisqu'elles s'adressent à des autorités qui ont exactement la vision inverse, c'est-à-dire qui nient systématiquement ce que le défenseur des droits a constaté. Un des plus beaux exemples, naturellement, et qui concerne l'IGPN, mais qui concerne aussi
Hélène Franco le sait, les magistrats, notamment à Versailles, c'est le fait d'avoir disjoint l'affaire des 150 lycéens qui ont été agenouillés et dont on a dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, et je termine juste pour dire que je pense que ce que nous avons dit repose sur quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant, qui n'est pas franco-français, qui est mondial, qui ne concerne pas seulement les libertés, mais qui concerne aussi profondément l'égalité, c'est-à-dire la conception que nous avons d'une humanité composée de femmes et d'hommes, tous égaux en dignité et en droit, 7,5 milliards. C'est la montée du l'illibéralisme qui conduit à l'autoritarisme, qui conduit à la mise en cause sur une base identitaire de l'humanité, c'est-à-dire de l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes. Et ceci, ça n'est pas aujourd'hui des imputations, c'est des gens qui sont au pouvoir, les groupes PiS, le PiS en Pologne, le Fidesz en Hongrie, bien entendu ce qui se passe au Brésil, des gens qui vont peut-être venir au pouvoir, Vox en Espagne, c'est de l'autre côté des Pyrénées, qui ont été, comme les Italiens de la Liga, et puis ceux qui sont pas loin non plus, c'est l'AfD en Allemagne ou d'autres mouvements, et bien entendu, les conservateurs et les républicains américains derrière Trump. Moi, je suis extrêmement préoccupé, au-delà de ce que nous venons de dire, nous, sur les libertés, sur le fait que l'égalité, encore une fois, c'est-à-dire la conception qu'il existe une humanité et non pas des groupes de personnes qui sont en situation d'inégalité et qu'on peut, par exemple, exclure ou, à d'autres moments, génocider. Je pense que, voilà, je voulais le dire parce que je crois que tout ceci repose sur un affaiblissement considérable de l'exigence de la démocratie chez beaucoup de peuples à la surface de la Terre, y compris à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où nous parlons aujourd'hui. Bon, ça devrait être le mot de la fin, que je ne qualifierais pas d'optimiste. Non, mais vous savez, Margot, vous êtes tous, on est assez les organisateurs, vous êtes tous des jeunes, par rapport en tout cas à ce que je suis. Je pense que nous avons eu les droits de l'homme, Nuremberg, nous avons eu la Convention de Genève, nous avons eu cette période, il y a 70-80 ans. Eh bien, vous, à travers tout ce que vous faites, vous avez mission aujourd'hui de créer un nouvel âge des droits de l'homme et de l'humanité. Merci, c'est une tonalité Très bien. Un peu plus optimiste. Merci beaucoup à tous et aux participants et aux invités. Et on va devoir vous quitter immédiatement. Au revoir. Merci encore. Merci Zoom. Zoom. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.